Bien, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Combo, mesdames et messieurs. Donc, IMT Minales, donc Asiatria, pardon, je suis la directrice d'IMT Minales donc depuis le 1er décembre 2021. Donc, IMT Minales est très honorée d'être la première école du groupe à accueillir en région un événement de promotion de cycle de veille de l'IMT et de la fondation Mines Télécom. Donc je remercie la fondation Mines Télécom d'avoir proposé cette délocalisation qui est importante pour nous et qui, je l'espère, n'est pas que la première du genre et que ça pourra, j'allais dire, se déployer dans d'autres écoles. Ça témoigne de la cohésion et de la force d'un groupe d'écoles qui irrigue les territoires de la France entière. Donc cette année, le thème du cycle est la santé. C'est un sujet qui parle à chacun et chacune d'entre vous à de multiples niveaux, que ce soit à travers la période que l'on vient de traverser, et notamment la crise sanitaire qui n'est pas terminée. Aujourd'hui, on a encore des cas qui sont toujours prégnants. Que ce soit la question du vieillissement qui devient prégnante, notamment dans une région comme la nôtre, qui va accueillir plus de 20 millions de personnes d'ici 2050, avec une grande population parmi ces gens-là de seniors. Notre société exige, avec plus d'acuité, et c'est heureux, la plus grande inclusion pour les personnes présentant des déficiences. Donc c'est aussi, j'allais dire, au sein de l'école, une motivation aussi pour nous de pouvoir aussi être inclusif à tous les niveaux et notamment sur ce volet-là. Donc les organismes de santé, à travers les femmes et les hommes qui les servent et qui traversent une crise d'ampleur, vous l'avez tous vu pendant la crise sanitaire, tout le personnel des hôpitaux, etc., qui était à la manœuvre et qui souffre encore et pour lequel, j'allais dire, il y a une vraie nécessité en fait de trouver des solutions. Donc tout ça, pour nous aider à faire face à ces défis, le numérique constitue un élément incontournable dans lequel... Oh, pardon. J'ai pas trop appris la leçon. Dans lequel le personnel scientifique d'IMT Minales, au sein du laboratoire Remove DHM, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a une dizaine de jours, avec grand plaisir à Montpellier. Je vous remercie aussi pour l'accueil que vous m'avez apporté ce jour-là et j'ai vu de très belles choses, et notamment le développement de plusieurs projets de recherche à la pointe de la science. Je connais leurs engagements et les remercie, et remercie aussi tous nos enseignants-chercheurs pour leur implication. Je voulais remercier tout particulièrement Isabelle Marc, Pierre Slangen et Gérard Drey qui sont présents ce soir. Ils le font en collaboration avec d'autres organismes universitaires et des entreprises du domaine de la santé et du bien-être. Je remercie par avance pour leur intervention ce soir Madame Sylvie Boichot et Sophie Gendreau de la société Move in Med, Madame Valérie Cohen de Coq de la clinique Beau Soleil de Montpellier. Je remercie aussi Madame Camille Muller et Monsieur Stéphane Perret, Benoît Bardy et Pierre-Louis Bernard de l'Université de Montpellier. Je remercie aussi les équipes de la fondation, de l'IMT, de l'école, et puis les prestataires qui ont rendu cette soirée possible. Enfin, je remercie vous tous et vous toutes de votre présence ce soir. Nous sommes enchantés de vous accueillir dans ce lieu magnifique, qui est un lieu dédié à la créativité, mais qui est un lieu aussi, vous pouvez le remarquer, serein, beau, et dont on est fier. Voilà, je remercie aussi Romuald Boni pour toute l'aide. Voilà, et je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée rencontre débat, et que les débats soient fructueux et pleins d'idées et pleins d'échanges. Merci à vous. Alors, Madame la directrice, donc Michel Combo, directeur de la Fondation, et je laisserai après Céline Morel, directrice déléguée de la Fondation, aussi présenter un peu le cycle de veille.
Très heureux d'être ici à l'école de l'IMT Minales pour ce deuxième événement organisé dans le cadre du cycle de veille dédié à la santé. Donc c'est effectivement une action de la Fondation de ses mécènes et de ses écoles, des 8 écoles de l'IMT. C'est vraiment important pour nous, hein, je pense, de pouvoir aussi profiter de cette étendue, en tout cas de cet ancrage territorial des écoles de l'IMT. Très heureux aussi d'être là pour découvrir l'IMT, Minales. À l'occasion aussi de des 10 années de reconnaissance d'utilité publique de la Fondation, c'est un élément important. On fête un peu cet anniversaire, hein, c'est 10 ans d'utilité publique, et c'est vrai que ce cycle de veille, de prospective, est un élément important, de notre action. La Fondation, c'est simple, hein, c'est aider au financement de projets dans les écoles, autour de la recherche, autour de l'innovation, autour de l'enseignement, mais aussi autour de la solidarité. Je tenais vraiment aussi à mettre en valeur un projet que nous avons financé avec l'école, une épicerie solidaire. On sait que ce sont des actions qui peuvent changer la vie des étudiants. Et c'est vrai que c'est aussi, je pense, intéressant d'avoir l'ensemble des facettes, hein, cette solidarité étudiante, mais aussi cette demande prospective sur un sujet de la santé. Et que vous l'avez rappelé, qui depuis 2 ans nous a quand même bien préoccupés, bien occupés, et sur lequel on espère pouvoir finalement maintenant réinvestir au travers d'éléments de recherche. Et je vais laisser maintenant Céline présenter plus particulièrement le cycle de veille. Donc le programme que nous appelons cycle de veille, qui nous réunit en cette fin d'après-midi, c'est un programme qui est financé par plusieurs mécènes de la Fondation Mines Télécom, et donc je les cite et je les en remercie: Airbus, Accenture, BNP Paribas, Dassault Systèmes, Orange et Soprasteria. C'est un projet qui a pour objet de réunir à la fois les chercheurs et les chercheuses des 8 écoles de l'IMT, mais également les experts de nos partenaires dans les entreprises. Et chaque année, la direction de la communication scientifique de l'IMT, je cherche Benjamin, voilà, sous l'égide de Benjamin, va réunir le fruit des travaux dans les laboratoires de recherche, les échanges qu'ils ont pu avoir entre les chercheurs et les experts pour publier un ouvrage qui va sortir cette année au mois de mai, donc sur le thème de la santé. Et je crois que le livre de l'année dernière sur la responsabilité environnementale des entreprises est disponible. Vous pouvez vous en procurer un en partant si vous le souhaitez. Et donc en parallèle de la publication de cet ouvrage, on a à cœur d'organiser des événements comme celui de ce soir, afin de rendre accessible au plus grand nombre tous ces sujets de recherche qui sont travaillés dans les laboratoires des écoles et ici à IMT Minales. Donc, place aux experts qui vont vous expliquer un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Je remercie également Émilie Rocher, chef de rubrique journaliste à The Conversation, qui va animer les débats ce soir. Je vais vous passer le micro. On vous souhaite une très 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 bonne soirée, de bons débats, et on se retrouve ensuite pour le cocktail. Bonne soirée. Bonsoir, donc merci beaucoup d'être tous venus ici ce soir. En fait, tout mon travail a déjà été fait. Madame Tria a parfaitement exposé le sujet principal qui était la santé. Je rajouterai juste quelques points. Je précise une petite chose, cette conférence, cette table ronde est filmée, donc elle est visible en ligne. Elle est aussi enregistrée, donc s'il y a des points que vous souhaitez revoir a posteriori, ce sera tout à fait possible. Donc, comme on l'a dit, je suis la femme invisible, donc je vais me contenter d'une très brève présentation pour ensuite passer la parole aux gens qui ont des choses à dire. Tout petit point, donc nous avons donc une très belle table ronde sur un très beau sujet qui est donc la santé. La santé en général, qu'on définit que quand elle commence un peu à glisser vers autre chose, on la définit assez mal. En France notamment, on est assez bon dans le soin, donc typiquement quand il commence à y avoir des petits soucis, peut-être de locomotion, des accidents, des maladies, on est un peu moins bon en prévention, paradoxalement. Et c'est là en fait qu'un sujet comme le nôtre, la santé numérique en mouvement, prend toute sa place. C'est qu'en fait la santé numérique, ça va être, et c'est déjà un outil fabuleux de prévention. En mouvement parce que déjà c'est une discipline, c'est un domaine vraiment polyvalent qui est en pleine expansion. Il y a énormément de nouvelles technologies qui sont en train de se développer, comme vous allez le découvrir ce soir avec nos différents intervenants. Et en mouvement aussi, parce que le mouvement en fait est un vecteur particulièrement intéressant pour comprendre ce qui est en train de se passer, les évolutions,
soit vers le vieillissement, est-ce que ça se passe bien, mais aussi est-ce que tout se passe bien, surtout des fois ça se passe très bien aussi, pour aller vers des améliorations, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on connaît assez mal et que vous allez sans doute découvrir autrement ce soir. Donc nous allons avoir 4 ou 5 projets ou approches transversales autour du thème du mouvement, toujours autour de la santé numérique. Je vous les cite vite fait, même s'ils ont déjà été présentés tout au début. Donc, en projet, nous avons le projet Neurofeedback, avec Camille Muller, Université de Montpellier, Stéphane Perret, Université de Montpellier, Gérard Drey, IMT Minales. Nous avons ensuite le projet AIHM, qui est une plateforme ouverte de métrologie humaine, tout ça sera parfaitement clair tout à l'heure, qui est présenté par Isabelle Marc et Pierre Slongen, tous les deux de l'IMT Minales. Le projet Big Health, stimulation auditive, cette fois-ci par Valérie Cochen-de-Coq de la clinique Beau Soleil de Montpellier et Benoît Hardy, Université de Montpellier, la société Moving Med par Sylvie Boichou et Sophie Gendreau. Et ensuite, nous aurons Pierre-Louis Bernard de l'Université de Montpellier et Gérard Drey qui reviendront sur l'activité physique et l'autonomie des personnes âgées et la place du numérique dans tout ça. Je vais commencer par passer la parole à Monsieur Drey pour le côté autour des outils numériques et leur polyvalence. Merci pour cette introduction. Si je peux me permettre, je voudrais revenir sur les 3 mots qui caractérisent cette table ronde, la santé, le mouvement et le numérique. Ce qu'il faut comprendre derrière ces mots, c'est que ce sont des disciplines scientifiques à part entière. Et ces disciplines scientifiques ont leur propre cadre théorique, leur propre méthodologie, leur propre concept. Et le challenge qu'on relève, qu'on essaie de relever au quotidien avec mes collègues, c'est de faire dialoguer ces disciplines scientifiques sur un objet, pas unique, mais un objet principal qui est la plasticité. Alors, quand je dis ça, il va falloir que j'explique un petit peu ce qu'on entend par plasticité. Alors, la plasticité, on va la décliner sur la plasticité humaine et la plasticité numérique. La plasticité humaine, elle se décline à différentes échelles. La première échelle, c'est l'échelle sociétale, c'est-à-dire que les êtres humains sont capables de s'adapter par rapport à des contraintes. On l'a connu à travers la crise du Covid, le système de soins s'est adapté à la crise. On peut aussi le voir à travers le parcours de soins d'un patient. Là aussi, l'idée c'est de pouvoir permettre au parcours de s'adapter au patient suivant l'évolution de sa pathologie, de sa maladie. La plasticité humaine se mesure aussi au niveau de l'individu. Et à ce moment-là, on va parler plutôt d'adaptation de la personne à son environnement, comme par exemple un sportif qui va, au bout d'un entraînement, pouvoir s'adapter pour améliorer ses performances. On parlera de plasticité individuelle. Et enfin, une plasticité qui nous intéresse un peu plus particulièrement à travers l'unité de recherche Homo Digital Health in Motion, c'est la plasticité cérébrale, c'est-à-dire c'est la capacité du cerveau à s'adapter à son environnement en fonction de crises extérieures, mais aussi d'accidents, notamment les accidents vasculaires cérébraux. On a essayé de faire un pendant de cette plasticité humaine à travers la plasticité numérique. Et pour nous, la plasticité numérique, ça va être la capacité qu'auront les dispositifs numériques, les logiciels, les algorithmes, les dispositifs physiques, à s'adapter à l'environnement et à leurs utilisateurs. À travers ce thème de la plasticité numérique, au niveau de IMT Minales, donc on apporte des compétences en intelligence artificielle. On les décrira à travers différents projets par la suite. On s'intéresse au génie logiciel, c'est comment on conçoit des logiciels qui s'adaptent aux utilisateurs. Et enfin, on a une forte compétence aussi en traitement des images. On va voir tout ce que peut amener l'intelligence artificielle sur ce traitement des images. Mais tout ça ne serait rien, cette partie, on va dire, outils, intelligence artificielle, génie logiciel et traitement des images, sans que l'on puisse acquérir des données sur nos sujets. Et donc ce sera l'objet aussi d'une présentation par mes collègues Isabelle et Pierre sur la plateforme qu'on a mis en place au niveau d'IMT Minales tout récemment, la plateforme AIHN, je laisserai mes collègues en parler. Donc tout ça pour vous dire que nous, notre objet d'étude, c'est le modèle numérique de l'être humain, et sans ces données de qualité, on n'est pas capable de mener ces recherches de manière pertinente. Donc je vais faire le lien maintenant avec la partie suivante, donc qui est effectivement une partie sur le neurofeedback.
Alors, neurofeedback, c'est un exercice un petit peu spécifique qui consiste à pouvoir mesurer en temps réel l'activité du cerveau sans avoir de dispositif implanté. Hein. Ce sont des dispositifs extérieurs. J'en ai un ici. Alors, je vais en profiter. La fondation est où? Je ne sais pas, elle est un peu partout. Je vais la remercier parce que c'est elle qui nous a permis de financer ce matériel. Voilà. Donc vous avez ici un cas très concret d'un outil qui nous sert au quotidien pour mesurer l'activité cérébrale en temps réel. Donc c'est une technologie optique qui sera présentée par mes collègues tout à l'heure. Donc je laisserai dévoiler la technologie et l'utilisation qu'il y a derrière. Et donc ce sont des objets qui permettent de très facilement mesurer l'activité cérébrale et de faire un retour soit au soignant, soit au sujet lui-même, pour permettre de comprendre dans quel état cognitif se situe l'utilisateur. Donc ce neurofeedback a de grandes applications, et ce que je propose, c'est que mes collègues plutôt du côté neurosciences vous en parlent. Donc le projet neurofeedback, je me suis perdu. Donc avant, en fait, on connaît souvent le feedback, cette capacité un peu que chacun peut avoir de recueillir des informations sur ce qu'il vient de faire pour ensuite améliorer ses performances. Là, il y a un neuro devant, donc on va découvrir les spécificités de cette approche. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Gérard pour l'introduction, en tout cas sur le thème du neurofeedback. Donc, il sera aussi complémentaire aux propos effectivement de Camille, notamment à travers des applications dans les domaines de la santé. Alors, quelques petits mots sur les principes effectivement du neurofeedback. Alors, c'est une technique, on va dire, basée sur différents outils, dont celui qui vous a été présenté par Gérard Drey, qui est assez ancienne, donc c'est pas quelque chose de très très nouveau en soi. Il faut retenir que le neurofeedback, c'est une méthode parmi d'autres qui englobe une grande famille qu'on appelle le biofeedback. Vous avez donc deux termes ici. Donc, la notion de feedback qui a été précisée il y a quelques instants. Donc un système rétroactif qui est censé vous délivrer de l'information avec un signal qui se met de nature biologique. Alors l'exemple le plus classique, hein, c'est effectivement d'avoir la récolte de la fréquence cardiaque. C'est un signal parmi d'autres. Notre objectif dans l'unité Euromove Digital Health Motion, c'est davantage ici d'avoir une information, une signature au niveau donc, du cerveau, tout simplement par rapport aux différents domaines d'application qu'on va vous exposer par la suite. On a besoin de connaître l'activité cérébrale, si possible en continu et en temps réel, et ce de manière non invasive. Alors pour ce faire, la technique de neurofeedback emprunte depuis déjà quelques années différentes technologies, différents principes, notamment par des mesures indirectes, à savoir des technologies comme l'électroencéphalographie. Donc on appose des différentes électrodes directement sur le scalp de la personne. Ce sont davantage des informations qui sont de nature électrophysiologique. C'est une technique parmi d'autres. La seconde technique, qui est ici effectivement présentée par Gérard, est une technique optique. La signature ici est davantage de nature métabolique. Donc c'est une information plus physiologique et non pas électrophysiologique. Elle est complémentaire à la précédente. Elle permet de révéler tout simplement l'activité cérébrale, et ce dans différents contextes. Alors ces techniques de neurofeedback ont été effectivement exploitées dans différents domaines, et à ce jour, différents essais cliniques montrent que dans le domaine de la santé, notamment pour différents troubles liés au stress, à l'anxiété, ou tout simplement aux troubles de l'attention, que vous connaissez peut-être chez les personnes relativement hyperactives, comme chez les enfants, a déjà fait ses preuves par différents essais cliniques. Chez l'adulte, on l'exploite davantage effectivement dans des approches de traitement cognitif pour tenter d'améliorer la régulation de son stress, de son anxiété vis-à-vis de différentes tâches à réaliser. Donc stress et anxiété, c'est effectivement un petit peu les deux grandes cibles. Dans le domaine sportif, très récemment, directement même sur un terrain de football, lors d'une épreuve de tir au but, tir au penalty, vous en souvenez peut-être, une image effectivement d'un footballeur français, pour le citer, donc Mbappé, avait malheureusement loupé son penalty. Donc on sait un petit peu mieux pourquoi, effectivement, on a tendance ici à un moment donné peut-être à faire preuve d'un stress qui nous empare et qui nous fait tout simplement rater l'acte, à savoir donc de tirer au but. Donc par des techniques optiques similaires à celles présentées par M. Drey précédemment, on est capable effectivement de révéler un petit peu ces signatures comportementales, certes, mais aussi cérébrales, et on peut par la suite donc les exploiter et les entraîner à travers donc ici des séances d'entraînement au même titre que d'aller tout simplement courir ou taper dans un ballon. Donc ces techniques sont maintenant, on va dire, relativement performantes. Elles se sont beaucoup développées depuis ces dernières années. Pourquoi ? Parce que tout simplement la technologie est maintenant, comme vous voyez ici sur cette photographie, ce sont des techniques transportables, mobiles, relativement légères, sans fil. Donc on peut effectivement facilement donc les mettre au lit du patient, tout simplement sur un terrain sportif. Alors, le numérique, il est essentiel effectivement de ces différentes technologies.
On a beaucoup parlé il y a quelques années, voire plusieurs décennies, des interfaces cerveau-machine. Malheureusement, les ambitions à cette époque montrent qu'à l'heure actuelle, on n'a peut-être pas atteint ce que l'on pensait. Mais à travers ces différents systèmes, en tout cas relativement simples et miniaturisés, on peut effectivement révéler ici davantage l'état d'anxiété, du stress de la personne et surtout étudier sa fonction cérébrale in situ, donc pendant la réalisation de cette tâche. D'un point de vue numérique, nos collaborations avec l'IMT sont vraiment très très importantes pour améliorer la qualité de ces différents dispositifs à deux niveaux. Premièrement, donc, c'est pouvoir capturer, extraire le sens qu'on va pouvoir tout simplement mesurer dans le signal. Et on a besoin des outils d'intelligence artificielle, notamment des techniques innovantes en plein développement sur l'apprentissage machine. Et par la suite, le deuxième niveau important au niveau donc, de l'apport du numérique, c'est de pouvoir transmettre ce signal et l'exploiter en temps réel. On peut le faire de différentes manières. On peut effectivement l'avoir sur un feedback de nature visuelle, c'est assez classique, en imaginant plusieurs scénarios. On peut aussi l'avoir d'un point de vue tactile ou encore auditif. Une des particularités et en devenir, je pense, c'est d'intégrer ce genre de dispositif dans d'autres systèmes qu'on voit de plus en plus effectivement présents dans différents contextes. C'est notamment la réalité virtuelle. Un dispositif de neurofeedback dans la réalité virtuelle, on en voit dans différents travaux scientifiques, notamment, je pense à mes collègues sur Bordeaux ou sur Rennes, qui l'exploitent de plus en plus. Et il y a une vraie expertise à travers l'électroencéphalographie. Sur la technique optique, son avantage, c'est sa plus grande tolérance, on va dire, aux artefacts liés au mouvement. Donc on pourrait peut-être envisager des applications où là on est vraiment en termes d'activité de locomotion, type marche, voire course. Donc pour terminer un petit peu mon propos, retenez que les évolutions à l'heure actuelle du neurofeedback, il faut le voir à différents niveaux. Donc on a besoin de différentes compétences, bien évidemment basées sur des neurosciences, mais sur la neuro-ingénierie et bien évidemment sur l'informatique, avec à la fin, j'ai envie de dire, les end-users, à savoir dans différents domaines d'application, donc notamment dans le contexte de la santé, avec les partenaires cliniques, les partenaires sportifs, mais on peut aussi le concevoir dans un contexte ici peut-être de partenaires industriels. Je pense notamment pour traiter peut-être certains symptômes liés aux troubles musculo-squelettiques, où on regarde que la partie effecteur, mais la partie cognitive est aussi à regarder, et c'est vraiment l'outil indiqué pour répondre à ces besoins. Alors, en termes de domaine d'application, à travers différents travaux de recherche menés dans l'unité, nous travaillons étroitement avec des services de rééducation, notamment les patients qui viennent d'avoir un accident vasculaire cérébral. Quelqu'un va vous en parler mieux que moi, donc c'est Camille. Bonjour à tous, merci beaucoup Stéphane pour l'introduction et merci Gérard. Donc afin d'introduire un peu mes propos, je vous ai mis une petite illustration ici qui vous montre directement en temps réel qu'est-ce qu'on peut concrètement obtenir. Donc là, la méthode qui est utilisée, c'est une autre version de la méthode optique présentée par Gérard, qui est juste un petit peu plus englobante au niveau de la tête. Donc c'est un casque qu'on enfile, ça ressemble à un bonnet de bain ou un casque qu'on voit au rugby. C'est assez facile à installer. Et en fait, du coup, là, on a un patient ici qui a eu un AVC, qui est en train de bouger. On lui fait faire une tâche fonctionnelle. Et nous, on a en temps réel donc, les informations qu'on voit sur l'image ici. Alors visuellement comme ça, bon, je peux comprendre que ça parle pas. Mais une fois que vous allez comprendre un petit peu ce qu'il y a dans le signal, finalement, il y a pas mal d'informations qu'on voit visuellement. Donc là, concrètement, ici, en rouge, vous avez le signal du sang oxygéné. Et en bleu, le signal du sang non oxygéné. Et nous, on part du principe que s'il y a plus de sang oxygéné, c'est que le cerveau s'active. Donc on peut rapidement voir si, là où on a posé nos petits capteurs sur la tête, le cerveau s'active ou pas. Donc maintenant, pourquoi c'est intéressant en rééducation ? Donc là, on travaille, comme a pu le dire Stéphane, avec les services de médecine physique et de réadaptation des CHU de la région, donc entre autres, principalement à la Péronie et au Cours du Roi. Et l'idée, c'est de travailler avec des patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral, qui ont des difficultés à récupérer leur fonction motrice, donc des difficultés principalement, nous on s'intéresse au mouvement de la vie quotidienne, donc des difficultés à utiliser leurs bras dans la vie quotidienne. Et l'idée, c'est, en plus de la rééducation fonctionnelle, qu'est-ce qu'on peut apporter à ça et quel est réellement l'effet de cette rééducation sur le mouvement. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien entre le mouvement et les activations cérébrales. Donc on essaye de voir, d'un côté on va évaluer le mouvement et d'un autre côté on va évaluer quel est l'effet de ce mouvement au niveau cérébral et quel est l'effet de la rééducation sur ce qui se passe au niveau cérébral. Donc il y a deux axes. Il y a un axe, essayer d'avoir une meilleure évaluation des capacités des patients, donc que ce soit d'un point de vue du coup fonctionnel en évaluant directement le mouvement et d'un point de vue donc neurophysiologique en évaluant les activations cérébrales. Et parallèlement, à terme, donc pour revenir sur la notion de neurofeedback, notre idée c'est
si on voit un lien intéressant à exploiter au niveau cérébral entre le lien donc entre le cerveau et le mouvement, comment on peut l'exploiter dans la rééducation? Est-ce qu'on peut encore mieux individualiser la rééducation? Parce que l'objectif à terme pour nous, c'est que nos patients ils soient le plus autonomes possible. Et donc on va essayer d'optimiser la rééducation. Et cette optimisation de la rééducation, elle peut passer par une meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau cérébral. Donc l'idée, c'est, selon ce qu'on peut obtenir pour chaque patient au niveau du cerveau, avant la rééducation, après la rééducation, est-ce qu'on peut orienter la rééducation? Donc on va pouvoir par exemple orienter sur des techniques, comme a mentionné Stéphane, de réalité virtuelle, parce que les techniques de réalité virtuelle, donc, où on a des... Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on peut avoir soit avec un casque de réalité virtuelle, donc dans lequel on est impliqué directement dans un environnement généré par un ordinateur, soit directement dans un environnement semi-immersif. Donc l'idée c'est d'amener le patient à bouger face à un environnement généré par un ordinateur. Et c'est des environnements qui vont agir sur les notions, donc comme a mentionné Gérard, de plasticité cérébrale, donc renforcer les activations du cerveau, renforcer les connexions dans le cerveau. Donc on va pouvoir travailler avec ça. Et ça, pour travailler avec ça, il faut qu'on sache un peu du coup ce qui se passe dans le cerveau avant et quel est son effet du coup sur le cerveau après. Et parallèlement, on a aussi d'autres méthodes qui existent aussi, par exemple de stimulation cérébrale. Donc on peut, si on voit par exemple qu'il y a une aire du cerveau qui a du mal à s'activer, donc où le niveau d'activation il est trop faible quand le patient réalise le mouvement, on peut par exemple envisager de stimuler électriquement cette région du cerveau. Donc il y a des méthodes qui fonctionnent d'ailleurs avec les mêmes casques. Donc c'est assez intéressant puisqu'on peut faire du coup à la fois de l'analyse et à la fois de la stimulation, donc de la thérapie, et tout ça conjointement. Et donc l'idée, c'est d'utiliser donc ces méthodes pour diagnostiquer et pour mieux comprendre quel est l'état de santé du patient, et parallèlement de pouvoir l'orienter vers une meilleure éducation et une récupération plus optimale, donc un état de santé meilleur. Et je pense que je vais passer la parole. Merci beaucoup. Bien sûr. Donc là, une première intervention très intéressante, et les deux qui vont suivre en fait sont assez intrigantes parce qu'elles vont se répondre. Donc là, on était vraiment à un niveau cérébral, mais il y a d'autres techniques numériques qui vont utiliser ce qu'on appelle en anglais la motion capture, en français la capture de mouvement, en la combinant avec les sens, la vision et l'ouïe. Donc on va avoir deux projets complémentaires et qui ont là aussi des intérêts très importants. Alors, la plateforme AIHM, en anglais Alice Intelligent Human Metrology, ce sont des hommes et des femmes avec du matériel qui veulent l'agencer intelligemment pour faire de la métrologie humaine. Donc si on considère un personnage vigoureux dont on veut caractériser la santé de manière générale, on peut mettre autour de lui ce qu'on appelle à gauche du keen mocap, autrement dit de la capture de mouvement intelligente, bien faite pour qu'elle ne coûte éventuellement pas cher et qu'on puisse la mettre dans un environnement hospitalier, dans des EHPAD ou dans des écoles. Ça c'est la première chose, on va caractériser comment il bouge de manière générale. Si on veut savoir à quoi il pense, avec les méthodes dont mes collègues de neurofeedback viennent de vous parler, on peut lui mettre un petit capteur de neurofeedback ou en même temps lui faire un petit électroencéphalogramme. Si en plus vous voulez savoir aussi s'il y a encore une activité musculaire et si tout va bien, le petit graphique à droite vous donne de l'EMG, de l'électromyographie, donc on va aller faire un dessin de son activité musculaire. Et enfin, si Falbala passe par là, vous lui mettez un petit capteur d'électrocardiographie et vous voyez s'il est heureux et en bonne santé cardiaque aussi. Donc ça, c'est le principe général de toute la métrologie qu'on peut mettre autour. Et le petit plus qu'on vous propose, c'est non seulement de collecter des données scientifiques de qualité avec ces différents systèmes, soit commerciaux, soit développés et validés sur place par des systèmes commerciaux qui fonctionnent bien aussi, mais en plus immerger le patient dans des conditions environnementales auxquelles nous, les humains, nous sommes sensibles. Le son, est-ce que le son est fort? Est-ce que le son est en harmonie avec vous? Est-ce qu'il est synchronisé? Et je laisserai mes collègues en parler tout à l'heure. L'environnement lumineux aussi est très important. L'intensité de la lumière dans une salle où on fait des cours, où vous vous reposez, où vous êtes dans votre bureau. La couleur de la lumière. Vous avez maintenant, dans n'importe quel magasin, une ampoule connectée que vous pouvez changer la tonalité, la couleur, le rose, le bleu, la faire clignoter, la faire danser avec votre téléphone ou sans votre téléphone. Est-ce que ça vous correspond ou pas?
On peut vous projeter des motifs spécifiques, ceux-ci nous apaisent. On peut synchroniser la lumière pour vous dire attention, il y a un danger, ou c'est parfait, vous pouvez y aller. Et enfin, comment est-ce que vous percevez tout ça? Et ma collègue Isabelle vous en parlera dans très peu de temps. Et enfin, savoir quel est, grâce à tout ça, l'état de votre santé personnelle. Est-ce que votre maladie dégénérative dont vous souffrez vous affecte plus ou vous allez mieux? Quel est le moyen qu'on peut vous fournir pour aider votre déficience visuelle? Est-ce qu'on peut vous faire des prothèses ou des exosquelettes qui vous conviennent parfaitement bien, qui sont adaptés à vous? Est-ce qu'on peut développer sur des prothèses qui sont développées sur des champions, des prothèses pour monsieur et madame tout le monde? Et enfin, ce sont des techniques qui permettent aussi de mesurer sans poser des capteurs l'activité de personnes souffrant par exemple d'autisme. Alors je ne vais pas trop me perdre dans le sevoir, et je vais plutôt maintenant vous dire à Isabelle de vous parler du percevoir. Merci Pierre. Alors, non, je ne sais pas cliquer du bon côté. C'est là. Donc, moi je vais vous parler plutôt du côté vision. Donc, dans la plateforme IHM et puis au sein de Remove, on s'intéresse à la vision, mais à la vision en particulier, la vision dans le mouvement, ou la vision pour le mouvement, ou la vision par le mouvement. Et parce qu'on se rend compte que c'est lié de façon qu'on ne peut pas délier. Sur Alès, sur cette plateforme de métrologie, on va travailler sur la mesure de l'environnement visuel, des informations visuelles que les gens peuvent acquérir. On va travailler sur la modélisation de la perception visuelle, comment on peut comment on peut acquérir des informations suffisamment précises pour avoir une idée de ce que les gens perçoivent. Alors, une modélisation très bas niveau, on va pas s'occuper des notions d'expérience visuelle, d'expérience culturelle, parce que si vous êtes un Esquimau qui vivait sur la banquise en permanence, vous ne voyez pas la même chose qu'un New-Yorkais qui vit au milieu des gratte-ciel. Donc ça perturbe, ça modifie votre perception de l'espace. De toute façon. Donc nous on va rester au phénomène bas niveau, et puis on va essayer d'optimiser les perceptions visuelles. Alors je vais revenir plus longuement sur cette idée. Si on s'intéresse si on se dit, bon voilà, on voudrait apporter de l'aide à des déficients visuels, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a 3 méthodes. Ou bien la personne a encore des éléments de vision, en fait, des éléments de vision, elle arrive encore à voir un petit peu. Dans ce cas-là, on peut améliorer la perception visuelle. On peut faire en sorte que ça soit plus facile pour elle de détecter les obstacles, de détecter, par exemple, pour éviter de tomber, ou de détecter les cibles dans son environnement pour pouvoir plus facilement s'orienter. Donc ça, c'est la première approche, c'est quand les personnes ont encore de la vision naturelle. On va essayer d'améliorer. La deuxième approche, c'est de se dire qu'on va passer par une autre capacité sensorielle. La vision ne marche plus bien, on va passer par un autre canal sensoriel, l'audition ou le sens tactile, par exemple. Et ça, c'est toutes les aides techniques. Alors peut-être que la plus simple à comprendre, c'est la canne blanche, enfin la canne électronique. Donc il y a des dispositifs qu'on vient clipser sur une canne blanche pour les aveugles, avec un radar ultrason, un radar infrarouge, qui détecte les objets et les obstacles devant la canne, et qui retransmettent l'information via une vibration au niveau du pouce sur la canne. Mais que ce soit pour la partie amélioration ou pour la partie remplacement de la vision, là on a besoin de travailler sur l'image, sur la vision par ordinateur. Pourquoi?
En gros, dans vos nerfs optiques, vous avez à peu près 1 million de fibres nerveuses. Donc on peut imaginer qu'en gros, à chaque instant, vous pouvez avoir 1 million de signaux qui transitent et qui atteignent le cerveau à peu près en même temps. Les stimulateurs qu'on utilise dans les prothèses visuelles actuelles, ça ne dépasse pas au grand maximum 1000 électrodes. Donc on a une quantité d'informations qui est beaucoup plus faible que que dans la vision naturelle. Donc les prothèses visuelles, ça ne rend pas la vue. Ça apporte un autre type de vision. C'est totalement autre chose. Et c'est un autre type de vision avec une information qui est forcément très appauvrie par rapport à la vision normale. Et donc à ce moment-là, il faut réfléchir qu'est-ce qui est vraiment important à faire passer, de façon à ce qu'on puisse équiper la personne qui est implantée d'une caméra qui prend son environnement et qui est d'un système de calcul qui est capable de prendre à partir de l'image, de prendre l'information nécessaire, strictement nécessaire, et après d'utiliser cette information pour aller stimuler le stimulateur. Donc il y a cette idée de récupérer l'information nécessaire, et ça c'est, on utilise des techniques en particulier de vision par ordinateur. Alors on peut se dire, ce qui est important pour se déplacer, pour une personne qui est implantée, ce qui est important c'est de l'aider à se déplacer, donc il faut peut-être lui transmettre des informations sur la distance de l'esprit, sur la profondeur de la scène qui l'entoure, par exemple. C'est un peu la même chose pour la partie amélioration d'image. Quand vous ne voyez plus très bien, que vous avez un champ visuel qui est beaucoup plus faible ou une acuité visuelle qui est beaucoup plus faible, vous voyez tout un peu flou. Ce qui est important, c'est peut-être, encore une fois, pour vous déplacer, ce qui est près de vous, c'est pas forcément les choses que vous voyez au fond tout flou. Donc peut-être qu'on peut essayer de vous rehausser, de vous mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête et d'afficher l'environnement autour de vous, enfin l'environnement capté par une caméra, et de l'afficher en mettant en évidence ce qui est près de vous, ce dont vous avez besoin pour vous déplacer. Donc ça, c'est un thème de recherche sur lequel on a travaillé à l'Est, on continue à travailler en lien avec le mouvement. Et la deuxième chose dont je voulais parler à propos de la vision et de la santé, c'est le suivi de l'état de la personne âgée au fur et à mesure de son vieillissement. C'est d'arriver à détecter des indicateurs de fragilité. Elle se déplace bien, mais elle est à la limite de l'équilibre. Et enfin, si pour une raison ou pour une autre, elle se prend les pieds dans un obstacle, elle n'aura pas les muscles suffisants pour se remettre d'aplomb et éviter la chute. Et la chute, ça peut ouvrir le chemin vers la dépendance, etc. Donc la fragilité, c'est un état qui est réversible, où on peut basculer vers la dépendance, ou alors on peut prendre des mesures thérapeutiques de façon à basculer vers un état plus robuste. Comment on fait pour détecter cette fragilité? Donc là, c'est le métier des gérontologues et des gériatres, mais c'est beaucoup à base de tests. Alors il y a des tests de mobilité, donc Pierrick vous en parlera plus. Au niveau de la vision, il n'y a pas grand-chose qui se fait, c'est surtout des questionnaires. Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous êtes gêné pour remplir un chèque? Est-ce que vous êtes gêné pour manipuler un téléphone, une télécommande, etc. Et donc on essaye, alors c'est quelque chose qui est nouveau, on n'a pas commencé, on commence vendredi prochain. On essaye de réfléchir à la mise en place de tests qui permettraient d'avoir une évaluation plus objective de l'état sensorimoteur, et en particulier de la coordination œil-main,
œil, corps, etc. pour pouvoir essayer de donner des indicateurs plus objectifs et qu'on pourrait suivre dans le temps. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Donc c'est vrai que pour notre espèce qui a vraiment privilégié la vision, on voit bien l'importance et l'intérêt par rapport au mouvement, pour le diriger, pour s'orienter, pour rester donc complètement indépendant. Et il y a un autre sens qui est trop souvent sous-estimé, c'est l'audition. Et cette fois-ci, c'est Beat Health qui va nous en parler, enfin plus précisément, Monsieur Pardy. Merci pour la transition. C'était pour revenir sur cette boucle entre la perception et l'action que montrait Isabelle dans sa diapositive précédente, que j'aime beaucoup. Au milieu, là, vous voyez, on parle beaucoup de cette causalité circulaire entre la perception et l'action. On a besoin de la perception pour agir. Donc c'est cette boucle sensorimotrice. Pour moi, c'est plutôt une boucle motosensorielle. C'est-à-dire que cette perception, elle est créée par nos mouvements. Lorsque je bouge, il y a tout un tas de conséquences sensorielles, visuelles, Isabelle en parlait, proprioceptives, vestibulaires, qui sont les conséquences de mon mouvement, mais aussi auditives. Le bruit des pas que je fais en marchant, c'est à la fois la conséquence de ma marche, donc les mouvements que je produis, et c'est en même temps ce son un moyen de stabiliser cette marche. Donc cette boucle sensorimotrice, c'est aussi une boucle motosensorielle, et la transition ici, pour aller, si je peux avoir la première diapositive, maintenant pardonnez-moi, de la présentation. C'est moi qui l'ai. On va rentrer un petit peu dans le monde ici de l'audition et de ces liens donc entre l'audition et le mouvement pour le bien-être et la santé. Il y a des vertus pour la santé et le bien-être du son que l'on fait en marchant ou d'un son extérieur comme la musique ici qui va venir stimuler à la fois notre cerveau, à la fois notre sensorimotricité. Et on peut utiliser cette synchronisation entre la pulsation, entre le rythme de la musique et le rythme du mouvement pour stabiliser la marche de certaines populations en souffrance, mais aussi plus généralement pour le bien-être. Vous faites, je pense, de l'activité physique en musique. Vous marchez en musique, vous courez en musique, vous nagez en musique peut-être, c'est un peu plus difficile, sauf que maintenant on fait des écouteurs qui sont étanches. Le mouvement en général est rythmique. La locomotion, la marche, la course sont des activités qui sont rythmiques. La musique en général a des degrés variés mais est plus ou moins rythmique également. Elle est rythmée par cette pulsation. Et vous avez remarqué ce côté un peu... il y a quelque chose de transcendant quand on a le rythme du mouvement qui est parfaitement en rythme avec la musique. On a l'impression qu'on est bien. On a l'impression qu'on peut courir, qu'on peut marcher pendant longtemps. On a l'impression d'être une espèce de fusion ici avec sa musique. En plus, c'est la musique, c'est le genre musical que l'on aime bien. Et vous avez remarqué aussi quand vous êtes bien synchronisé avec votre musique et puis d'un seul coup vous perdez votre musique. Pourquoi? Parce que vous avez freiné parce qu'il y a un obstacle devant lequel vous vous arrêtez, ou bien il y a une pente de la colline que vous vous apprêtez à franchir. Du coup, votre cadence locomotrice change, vous marchez plus vite ou vous marchez avec une fréquence plus importante, un rythme plus important, un tempo de la marche plus important. Mais du coup, vous avez laissé votre musique derrière vous, parce que la musique, elle ne vous suit pas. Et en fait, ce qu'on voudrait vous expliquer très vite dans cette présentation, c'est que... On voulait vous expliquer très vite dans cette présentation. Ah bon, bravo, ah voilà, c'est ça, ouais, super. C'est super. C'est que, c'est pas grave, c'est que... En fait, il y a des raisons neuronales qui sont exprimées à droite ici, je ne vais pas les détailler bien sûr, et des raisons physiques. Il y a un modèle neurophysique qui sous-tend ici cette synchronisation qui existe entre la musique et le mouvement. Et ce que l'on a voulu faire avec Valérie et l'équipe depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est ce qui était écrit à gauche sur cette diapositive. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est que, en fait, on a trouvé un moyen de maintenir cette synchronisation entre le rythme de la musique et le rythme du mouvement tout le temps. C'est-à-dire de telle manière que vous ne perdiez pas le rythme de la musique. Quand vous accélérez, la musique accélère, et quand vous ralentissez, la musique ralentit, pour que cette synchronisation bénéfique
pour la santé et le bien-être reste toujours présente. Vous avez remarqué, quand vous marchez avec quelqu'un bras dessus, vous avez tendance à vous synchroniser l'une et l'autre avec le pas de la personne avec qui vous marchez. Dès qu'il y a un petit peu d'information qu'on partage, là, un petit peu de couplage, il peut être tactile, il peut être visuel, il peut être auditif, avec la musique c'est auditif. Du coup, on rentre dans ce cercle vertueux de la synchronisation et ça stabilise d'une certaine manière la marche, la course, le mouvement en général. Et donc, c'est ce qu'il y avait écrit ici à droite, mais donc on a développé au cours de ces années, c'est parti d'un projet européen qui s'appelait BEATLES, on a développé ce modèle neurophysique, on a testé l'effet bénéfique de cette synchronisation sur des populations variées, Valérie va vous en parler dans un instant, sur des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson, pathologie du rythme, ici sur lequel cette application numérique a des bénéfices, mais aussi chez des coureurs, aussi chez des marcheurs normaux. On a observé ces bénéfices. Et donc, on a développé une technologie qu'on peut vous montrer juste après cette table ronde, puisque Guillaume, qui est avec nous, qui est le patron de l'entreprise BEATLES, puisqu'on a créé une start-up pour exploiter cette technologie. Guillaume est équipé. Il a la technologie quelque part cachée ici, dans ses chaussures, et son téléphone qui est prêt. Et si vous voulez, après la table ronde, on peut, je ne sais pas où ça va se passer, mais on peut vous faire une petite démo de cette situation et de cette application. Donc, des capteurs dans les semelles ou accrochés aux chevilles. C'est un téléphone avec 600 à peu près morceaux musicaux à travers différents genres musicaux qui synchronise de manière continue la musique au mouvement pour des raisons qui sont physiques et des raisons qui sont neurales, qui sont expliquées ici, et qui permettent de stabiliser nos mouvements dans notre vie quotidienne. Et je vais donner la parole à Valérie Cochin-Decoq qui va vous donner un exemple précis et vous montrer comment l'application fonctionne concrètement dans le domaine de la maladie de Parkinson. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc l'exemple de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie du mouvement. C'est-à-dire que progressivement, avec l'évolution de la maladie, les personnes tendent à diminuer l'amplitude et la vitesse de leur mouvement. Et c'est aussi une maladie du rythme où l'alternance des rythmes va être compliquée, et en particulier l'alternance des pas. C'est donc une maladie qui progressivement va entraîner un trouble de la marche, et malheureusement, les médicaments dont on dispose marchent assez mal sur ce trouble particulier qui est le trouble de la marche. Pourtant, il y a un outil très simple qui marche bien, et c'est ce que je voudrais vous montrer à travers cette diapositive. Alors voilà, je vais faire comme ça. Puisque vous voyez ici un patient qui marche en silence à gauche et à droite en musique. Et ce que vous pouvez voir, c'est que sa pathologie qui tend à réduire l'amplitude de son pas, la vitesse de son pas, alors là, il un petit trouble de rythme qui n'est pas volontaire, mais voilà. Là où donc à gauche, vous le voyez ralenti et balance un peu ses bras et avec une posture un peu fléchie. Vous pouvez voir ce même patient marcher en musique avec une marche beaucoup plus dynamique, des pas plus grands, une vitesse plus grande, un ballon des bras meilleur et une posture bien meilleure. Donc finalement, les signes de sa maladie de Parkinson sur sa marche sont gommés par la musique. Alors la musique qu'il écoute, c'est le pont de la rivière Kwai, donc une marche militaire, qui donc l'a aidé dans cette marche. Alors nous avons mené une étude chez 39 patients que nous avons fait marcher en musique exactement comme ce patient que vous venez de voir. Et ce que nous avons montré, c'est que cette amélioration de la marche qu'on a vue chez lui, eh bien on ne la voyait pas chez tous. Et sur les 39 patients qui ont marché avec cette musique, 22 ont amélioré leur marche, ils ont accéléré, ils marchaient beaucoup mieux, mais 17 d'entre eux n'étaient pas améliorés. 10 n'étaient pas modifiés, et puis 7 avaient même leur marche qui était détériorée par cette musique. Et quand on a étudié pour quelles raisons on avait cette réponse différente entre les sujets, eh bien ce qu'on a pu voir, c'est que c'était les patients qui étaient capables de se synchroniser à la musique qui avaient une amélioration de leur marche, alors que ceux qui ne se synchronisaient pas, eh bien, n'amélioraient pas leur marche. Alors à partir de là, il y avait deux possibilités.
soit ont décidé de proposer de la marche en musique uniquement aux personnes qui étaient capables de détecter le tempo de la musique et donc de se synchroniser, soit il fallait créer un système qui soit capable lui-même de se synchroniser au patient et que le patient n'ait pas ce trajet à faire jusqu'à la synchronie, mais que ce soit la musique qui vienne jusqu'à lui et ensuite le soutienne. Et c'est ce que nous avons créé à travers l'application BeatMove, à travers ce projet européen appelé BeatHealth. Nous avons développé une application smartphone qui est capable de synchroniser le tempo de la musique à la cadence de marche du patient et qui ensuite l'accélère progressivement. Les paramètres de marche sont ensuite donnés au patient en temps réel, ce qui lui donne un feedback sur la séance de marche qu'il a réalisée. Et donc nous avons développé ce système dans le cadre de la maladie de Parkinson, donc adapté aux patients, facile à utiliser, etc. Alors en pratique, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, vous le voyez sur le schéma de droite, le patient marche avec sa cadence propre, que vous voyez en rouge. L'application est silencieuse, elle détecte la cadence de marche du patient. Puis, une fois qu'elle a détecté la cadence, elle propose un morceau dont le tempo correspond parfaitement à cette cadence de marche. Et ensuite, de façon subliminale, sans que la personne s'en rende compte, elle l'accélère progressivement pour pousser le patient à marcher d'un meilleur pas, d'un pas plus rapide. Et puis, quand la marche est bien stabilisée, à un rythme qui est adapté, eh bien, elle se stabilise, ce qui permet de recréer, de stabiliser cette alternance des pas qui est tellement difficile chez les patients dans la maladie de Parkinson. Donc, nous avons mené une étude pilote chez 45 personnes. On les a étudiées pendant un mois. On leur a demandé d'aller marcher une demi-heure par jour, 5 jours par semaine avec l'application. Et on a pu montrer que marcher avec l'application réduisait le nombre de chutes, réduisait la peur de tomber chez les patients, améliorait leur vitesse de marche, améliorait leur qualité de vie. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que leur motivation à utiliser l'application, qui était très importante au début de l'étude, ils cotaient vraiment qu'ils étaient très satisfaits. Cette échelle de satisfaction, elle est restée élevée tout au long du mois de rééducation. Et donc on peut espérer que cet effet bénéfique se maintienne dans le temps. Alors on était très contents de ces résultats, mais au fond, on ne pouvait pas dire si les patients allaient mieux parce qu'ils avaient été marchés, parce qu'ils avaient été marchés en musique, ou parce qu'ils avaient été marchés avec une musique qui se synchronisait à leurs pas. Et aujourd'hui, pour répondre à cette question, on mène une très large étude en France chez 396 patients, 16 centres experts dans la maladie de Parkinson, et les patients sont tirés au sort. Et un groupe va marcher en silence, un groupe va marcher avec une musique dont le tempo est aléatoire, et un groupe va marcher avec une autre application BeatMove pour, on l'espère, démontrer le plus qu'apporte cette musique synchronisée. Voilà, je vous remercie. Cette étude est en cours. Et juste pour finir, parce qu'on a perdu un petit peu du temps, mais donc pour évoquer les perspectives, on a donc c'est la partie R&D ici qu'on détaille un tout petit peu. En fait, il y a des challenges technologiques importants. L'extraction de la pulsation ici du rythme avec les senseurs intégrés au téléphone pour essayer de se libérer des capteurs qui sont déportés. C'est un verrou technologique à résoudre pour nous. C'est la possibilité d'utiliser cette application sur tous les téléphones disponibles sur le marché, d'utiliser ses propres musiques. Pour l'instant, c'est une base de données qu'on fournit aux personnes pour qu'elles les utilisent. Il y a plusieurs genres musicaux, mais c'est en même temps pas votre musique personnelle à vous, donc ça c'est aussi un verrou. Donc on discute avec les plateformes de streaming musical actuellement pour régler ce problème-là. Et puis, c'est d'avoir une couche d'intelligence artificielle ici, avec nos amis de l'IMT, pour avoir un entraînement ici individualisé, détecter ici des signatures motrices très personnelles et adapter les musiques et les pulsations en fonction de ces profils individuels. Et à droite, c'est des études qui sont en cours ou qui vont démarrer chez des populations différentes. Donc on a commencé en priorité avec les personnes souffrant de la maladie de Parkinson, et puis on a été lauréat d'un concours sur l'université Companion Campus pour explorer les personnes en surpoids et les patients souffrant d'obésité, parce que c'est motivant la musique. Et finalement, le fait d'être synchronisé avec la musique, il y a des vertus aussi biologiques, physiologiques, on a toutes sortes de conséquences ici, et ça peut permettre possiblement de rentrer dans ce premier cercle vertueux ici de l'activité physique, pour des personnes qui n'en font pas beaucoup.
la sclérose en plaques, TDAH. Enfin, il y a plusieurs perspectives qui sont ici envisagées que nous explorons actuellement. Et donc, pour terminer, on a donc franchi le pas de créer une petite start-up pour exploiter à la fois la technologie et la mettre à disposition du plus grand nombre. Vous avez ici l'équipe qui est dirigée, donc le patron est ici, Guillaume, et vous venez discuter avec lui tout à l'heure, et on sera un grand plaisir de vous faire une petite démo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on a vu deux façons dont la santé numérique et le mouvement s'imbriquaient, donc déjà au niveau cérébral, ensuite le corps avec la capture du mouvement et l'essence en osmose, mais il y a aussi une troisième façon, on va dire plus pragmatique, mais qui rentre dans la vie de tous les jours, c'est comment les seniors, on va s'intéresser à ce public particulier, peut s'intéresser et être vraiment aidé par le numérique, parce qu'on a souvent l'impression que c'est on va dire deux choses qui s'opposent, les seniors, l'agilité numérique en général, on trouve que ça ne va pas trop de pair, et pas du tout. Il y a des plateformes numériques qui, quand elles sont très bien conçues, montrent que ça marche parfaitement avec de très grands avantages. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Donc moi, mon enjeu ce soir, c'est de vous présenter très rapidement MovieMed, et je vais laisser la parole à Sophie qui va vous montrer un cas d'expérimentation terrain qui s'est déroulé durant le confinement, durant la première phase du confinement. Donc MovieMed est une société qui a 6 ans maintenant, qui emploie 25 personnes, et son enjeu au quotidien, c'est de commercialiser des produits et des services, en l'occurrence des plateformes de e-santé, donc numérique, à destination des professionnels de santé, pour fluidifier les parcours de soins et télésurveiller les patients. Et donc les bénéficiaires de nos produits et services sont des patients atteints de maladies chroniques. Évidemment, ce qui les réunit, c'est que plusieurs professionnels de santé vont avoir à travailler avec eux au quotidien. Et donc notre enjeu, c'est de décloisonner les pratiques et d'éviter les ruptures dans les parcours de soins. Donc je vous passe les détails de la vie de MovieMed. Juste vous dire qu'on a commencé par une expérience de terrain à Montpellier. On est très proche des professionnels de santé. Notre enjeu n'est pas d'inventer des outils qui soient sortis de nos cerveaux, mais bien du terrain et du besoin du terrain. Et on a travaillé longtemps, en tout cas les premières années, dans le domaine de la cancérologie, avant d'ouvrir le champ des possibles à d'autres pathologies chroniques. Aujourd'hui, on travaille sur différents sujets que sont le post-AVC, l'obésité, les maladies dégénératives, la fragilité également. Je fais notre métier au quotidien, il est présenté sur cette slide. Le premier enjeu pour nous, il est d'accompagner les équipes médicales pour concevoir, pour programmer en fait des parcours de soins et éviter les ruptures dans ces parcours-là. Notre conviction, c'est qu'un outil numérique pour un outil numérique ne sert à rien et qu'il doit être un support à une organisation, à une prise en charge globale pour rendre service tant côté professionnel de santé que côté patient. Donc la première équipe qui intervient au chevet des équipes médicales, c'est cette équipe conseil et accompagnement qui va travailler le projet de parcours de soins, qui va comprendre la pathologie, qui va interroger les patients sur leurs difficultés et qui va mettre en place en fait toutes les conditions préalables au paramétrage de notre plateforme, donc plateforme qui s'appelle Unique, qui est une plateforme de coordination et de télésurveillance dont Sophie va vous parler. Et cette plateforme, elle va être paramétrée en fonction des besoins des professionnels et de la pathologie. L'idée, c'est un peu chacun range sa chambre comme il le souhaite. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous d'imposer aux professionnels de santé un outil dédié, mais au contraire de leur proposer de travailler avec nous et de discuter avec nous pour construire l'outil dont ils ont précisément besoin. Et pour vous citer un exemple précis, sur le domaine du cancer du sein, on travaille avec 23 équipes en France aujourd'hui. Aucune n'a paramétré sa plateforme de la même façon. Pourtant, on est bien sur la même pathologie, avec des enjeux de parcours qui sont évidemment les mêmes. Donc on voit bien cette nécessité pour accompagner l'usage, de permettre à chacun de ranger sa chambre comme il le souhaite. Enfin, quand l'équipe e-santé a paramétré l'outil et qu'il est donc opérationnel, il va se traduire pour les professionnels de santé par une plateforme web sécurisée. Je vous passe les détails qui sont liés au réglementaire, à la donnée de santé et au fait que notre outil est un dispositif médical de classe 1, mais Sophie y reviendra. Et il va se traduire par une application dédiée, donc une web app pour les patients, qui sont des patients, comme vous l'avez dit, qui sont à la fois pour certains très jeunes, des enfants, mais aussi des personnes âgées. Et l'exemple qu'on vous présentera est plutôt lié à des personnes de plus de 65 ans. Et enfin, pour accompagner tout ce dispositif, on travaille sur la formation. On est certifié Calliope depuis plusieurs mois et on accompagne et on forme au nouveau métier de la coordination des soins
qui nous semble être un indispensable à nouveau à l'usage, à l'accompagnement à l'usage de ces outils numériques. Rien ne remplace l'humain et l'appel téléphonique de la coordinatrice qui prend des nouvelles en plus de l'outil qui télésurveille et qui accompagne l'équipe médicale. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je suis sortie de... et je vais laisser Sophie vous présenter l'outil et ce retour d'expérience sur le confinement. Merci, bonsoir à tous. Donc notre plateforme, effectivement, s'appelle Unique. L'idée, c'était vraiment que ce soit une plateforme unique pour le patient qui est accompagné dans son parcours de soins, qu'il ait un seul outil où il va pouvoir retrouver l'ensemble de ses informations sur son parcours de soins, ses rendez-vous, ses coordonnées, l'ensemble des choses qu'on lui demande de faire, notamment de répondre à des questionnaires régulièrement, de se connecter à ses vidéos, de consulter ses documents, etc. Donc pour le patient, l'idée, c'était vraiment d'avoir un environnement dans le cadre d'un parcours de soins. Alors on travaille la plupart du temps sur des axes pathologiques. Sylvie a parlé de la cancérologie, on va parler sur de l'insuffisance, on va travailler aussi sur l'insuffisance respiratoire, de l'obésité, sur des troubles du comportement, etc. On peut vraiment travailler sur différentes pathologies. En général, on s'adresse à des patients chroniques qu'on va accompagner au long cours pour les suivre vraiment dans leur pathologie chronique, essayer de les accompagner, changer les habitudes de vie pour aussi faciliter le suivi des professionnels de santé qui, eux, vont être à distance et vont devoir accompagner l'ensemble de leurs patients. Donc on est sur une plateforme numérique qui est, on va dire, une plateforme web pour l'ensemble des professionnels qui l'utilisent et qui suivent leurs patients. Et pour le patient, on est sur un format d'application qui est assez simple, avec 4 gros boutons qui permettent de s'adapter à un public varié, notamment au public personnes âgées qui, on le voit quand même de plus en plus, manipulent plutôt bien ces outils numériques. Cette plateforme, elle a été créée avec les patients, avec les professionnels de santé, vraiment pour répondre à leurs besoins. Et alors oui, on est sur quelque chose de beaucoup moins technologique que ce qu'on a pu entendre précédemment. Et on est sur une espèce d'évidence, en fait. Voilà, on va vous présenter quelques exemples. Et on se dit, mais finalement, c'est quelque chose qui devrait exister depuis longtemps. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Puisque finalement, regrouper des informations dans un dossier unique, que le patient puisse avoir ces informations qui sont regroupées à un seul endroit et que les professionnels puissent les suivre et se coordonner entre eux et communiquer entre eux, c'est quelque chose qui paraît évident. Et en fait, ça existe depuis assez peu de temps. Alors, on n'est pas les seuls sur ce marché-là, mais c'est seulement maintenant que ça se met en place et que ça se diffuse, mais de manière assez lente. Et donc, on était franchement une des premières équipes à avoir déployé ce type d'outils avec une équipe montpelliéraine notamment. Donc, on est sur une plateforme qui est une plateforme SaaS, qui est un logiciel SaaS. Et comme disait Sylvie tout à l'heure, on est sur un dispositif médical. Alors les dispositifs médicaux, on les connaît on connaît les formes implantables, les prothèses, les implants, etc. On connaît les objets connectés. Mais les logiciels aussi peuvent être des dispositifs médicaux puisqu'ils vont apporter aux professionnels de santé de l'information sur leurs patients et potentiellement les orienter dans des décisions thérapeutiques, dans des décisions de prise en charge. Donc on est sur un dispositif médical, ce qui ne simplifie pas la vie des entreprises, puisqu'on est dans un cadre réglementaire très strict avec des critères imposés par l'État qui sont complexes et contraignants. Mais c'est très bien, c'est une très bonne chose, ce qui fait que, évidemment, sur ce type d'outils-là, on est sur des plateformes qui sont ultra sécurisées, on parle de données de santé, donc évidemment on va parler de RGPD et de droits des patients à récupérer leurs données, etc. Donc on est sur quelque chose de très sécurisé et de très confidentiel. Donc pour vous parler un peu d'application, de ce qu'on peut faire avec cette plateforme unique, alors nous on travaille beaucoup avec des établissements, des cliniques de soins de suite et de réadaptation. Donc je vais vous parler surtout de ça ce soir. Pour travailler notamment sur du patient chronique, puisque dans ces établissements, on accompagne des patients essentiellement chroniques
qui vont faire un séjour de quelques semaines, alors soit en hospitalisation complète, soit en hospitalisation de jour, qui font des séances de réadaptation sur quelques semaines, et puis après qui vont rentrer chez eux. Et ce qui se passait avant, enfin ce qui se passe encore souvent malheureusement, c'est que ces patients en rentrant chez eux vont reprendre leurs habitudes, continuer peut-être un peu à faire ce qu'on leur a demandé de faire en termes d'activité physique, de régime alimentaire, etc. Mais petit à petit vont reprendre leurs mauvaises habitudes, entre guillemets, et se fragiliser de nouveau. Alors là, on peut parler par exemple de patients qui ont des maladies pneumo type BPCO, des maladies type, on est sur des patients post-AVC par exemple. Et l'idée donc on travaille avec les équipes de ces cliniques-là, c'est de pouvoir, de proposer aux patients d'être suivis au long cours après leur séjour en clinique, après leur réadaptation, d'essayer de maintenir les bénéfices de cette réadaptation, d'essayer de travailler sur les changements d'habitude pour gagner en qualité de vie, gagner en autonomie et pour permettre aux patients d'être aussi plus acteurs finalement de leur prise en charge et dans leur pathologie. Et d'ailleurs, les études qu'on fait, donc on fait régulièrement des enquêtes auprès des patients, à chaque fois qu'on a une population de patients, de nouveaux patients, de nouvelles pathologies à adresser, on fait des enquêtes et donc régulièrement les chiffres que vous voyez là nous disent que oui, les patients ont besoin, ont envie d'être accompagnés au long cours, ne pas être abandonnés une fois qu'ils rentrent chez eux, que tout ne s'écroule pas et qu'on continue à les accompagner dans le temps. Et on voit très bien avec ces chiffres aussi que ce que je vous disais, une fois rentrés chez eux, c'est difficile de se retrouver dans son parcours, c'est difficile d'accéder à de l'information, c'est difficile de reprendre un rendez-vous. Le maintien de l'activité physique, on le perd au bout de quelques semaines, et le suivi diététique, c'est encore pire. On est à des arrêts du suivi diététique assez rapidement. Donc cette plateforme, en fait, elle va nous permettre de pousser des choses aux patients en mobilisant assez peu finalement l'équipe médicale de l'établissement. On va pouvoir proposer régulièrement aux patients de maintenir de l'activité physique, de lui pousser des vidéos, de le faire participer à des séances en visio, à des séances de rééducation, à des séances d'activité physique, à des séances aussi, pourquoi pas avec un diététicien, etc. On peut lui pousser des vidéos, on peut lui pousser des documents, et régulièrement, on va aussi pouvoir lui pousser des questionnaires. Il va y répondre toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois. On fixe les fréquences de réponse à ces questionnaires avec l'équipe médicale. Et ces questionnaires vont générer des alertes qui vont alerter l'équipe médicale en cas de dégradation, en cas de rupture dans des parcours de soins, qui vont permettre à l'équipe médicale tout de suite de réagir, de rappeler le patient, de reproposer une téléconsultation, de reproposer au patient de revenir sur l'établissement. En tout cas, d'éviter ces dégradations qu'on n'aurait pas suivies s'il n'y avait pas eu cet outil et le maintien de cette proposition dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à appliquer sur un certain nombre de pathologies, comme je vous disais, et notamment en cancérologie aussi, on propose beaucoup ça. Et on voulait vous parler de ce qui s'était passé pendant le confinement, puisque pendant le confinement, donc en 2019, ces structures, établissements donc de soins de suite et de rééducation, de réadaptation, ont dû fermer leurs hôpitaux de jour et ont dû renvoyer tous les patients qui étaient en rééducation dans ce cadre-là d'hospitalisation de jour. Ils les ont renvoyés à leur domicile alors qu'ils étaient en plein programme de rééducation. Et donc un certain nombre d'établissements ont fait appel à nous, et notamment appel à nous et notre plateforme, pour essayer de maintenir du lien avec les patients qui étaient en cours de rééducation et continuer finalement à proposer le programme à distance. Donc on a suivi plus de 700 patients sur une vingtaine sur 19 hôpitaux de jour, avec sur 700 patients qui ont eu la proposition de continuer leur réadaptation en ligne avec des séances live et de la séance de la séance visio. Il y en a 64% qui se sont connectés. Alors on est sur des moyennes d'âge utilisateur assez élevées. On est à une moyenne d'âge d'à peu près 65 ans.
Donc 64% de ces patients ont accepté d'être suivis et accompagnés dans le temps de rééducation avec la plateforme. Et là, on a vu vraiment un engouement pour cette plateforme et on n'y croyait pas tellement, en fait. On pensait que ça allait être plus ou moins utilisé. Et on a vu réellement une capacité, en fait, des personnes à distance de s'adapter à la plateforme, de participer aux séances, de se connecter aux vidéos. Voilà, vous voyez les chiffres, hein, où des vidéos ont été poussées par les différents établissements, des documents, etc. Donc, ce qui a permis aux établissements et aux équipes médicales de continuer à accompagner leurs patients, à les suivre, de détecter quelques Covid au passage, de sauver une vie au passage, puisqu'on a vu qu'un patient se dégradait et présentait des signes d'AVC. Donc voilà, c'est des petites choses qui quand même nous ont permis d'être assez fiers de ce qu'on faisait. Et quand on a fermé cette plateforme à la fin du confinement, quand les patients ont pu retourner en HDJ, en hospitalisation, ils nous ont dit non, vous fermez surtout pas la plateforme, on a encore besoin des vidéos, des visios, etc. Donc vraiment, ça a été une réussite de ce point de vue, puisqu'on a vu que évidemment cette séance Covid nous avait avait permis de donner des perspectives très intéressantes sur le numérique et le suivi du patient. Voilà, c'est quelques exemples rapidement qu'on voulait vous présenter. Et puis vous parliez tout à l'heure vous disiez tout à l'heure, on est bon en soins, mais pas très bon en prévention. Typiquement, ce sont des outils aussi de prévention. Alors là, on est déjà sur des patients. On parle plutôt de prévention secondaire sur ces patients, mais clairement, c'est des outils qui vont nous permettre de détecter des dégradations, de détecter des ruptures dans les parcours de soins. Et ça, je pense que le numérique aujourd'hui est capable aussi de répondre à ces enjeux-là. Et donc, pour finir, en fait, on a beaucoup parlé là des patients, en tout cas des utilisateurs, mais la plateforme a été l'occasion de parler aussi des praticiens qui trouvent un outil très utile. Donc, pour finir, autant donner la parole à un praticien qui va pouvoir nous dire en quoi ça lui est utile dans sa pratique. Je ne sais pas, entre vous et le professeur Drey, dans quel ordre vous pouvez intervenir. Très bien, je démarre. Bonsoir à tous. Donc en effet, j'ai le plaisir de poursuivre sur la thématique santé numérique et vieillissement et de la place du numérique avec quelques diapositives. Bon, j'ai fait le choix de positionner le numérique dans une approche aujourd'hui, ce que certains appellent un arsenal de prévention et thérapeutique, qui sont les interventions non médicamenteuses. Et dans cette modélisation qui est faite, des interventions non médicamenteuses, vous voyez apparaître les interventions numériques santé, non pas isolées, mais bien sûr coordonnées à d'autres choses que l'on a évoquées, telles que les activités physiques, les interventions nutritionnelles, on ne sait pas coordonner, mais il y a déjà pas mal de notions qui ont été évoquées, et donc la place du numérique, pas uniquement comme outil, mais aussi comme méthodologie, et pour moi et pour nous, et je donnerai la parole par la suite à Gérard Drey, centrale. Alors sur cette diapositive, quelques notions, et encore une fois, qui me permettent d'être redondant ou de prendre appui sur des choses qui ont été évoquées. La santé n'est pas le soin, oui, en effet. Le soin, c'est une des dimensions de la santé. Si on fait référence à l'OMS, à des choses que vous avez sans doute déjà entendues, la santé, c'est la recherche ou c'est un bien-être biopsychosocial. Quand on réfléchit dans le domaine de la gérontologie, qui est l'étude du vieillissement, eh bien, on peut considérer que la santé, c'est un état, mais ce qui nous intéresse plus, tout à l'heure Isabelle a parlé de réversibilité, c'est de considérer la santé pas uniquement comme un état, mais comme un processus, c'est-à-dire un phénomène dynamique où on est dans un état à un moment donné. Au titre de la prévention, on va chercher à rester dans le meilleur état de santé possible, mais sur tout un ensemble de fonctions de l'organisme qui, d'un point de vue biologique, se caractérise de manière quasi systématique par une absence de stabilité. Toutes ces fonctions vont évoluer. Et on va faire l'hypothèse dans le domaine du vieillissement qu'éventuellement, avec l'avancée en âge, il va y avoir un déconditionnement d'un certain nombre de fonctions, sans que ce soit obligatoirement pathologique, et par de l'intervention dans laquelle le numérique a sa place, eh bien on peut peut-être considérer qu'on peut être demain plus âgé, mais demain en meilleure santé qu'aujourd'hui.
Ça renvoie à des démarches qu'on peut appeler des démarches de prévention, des démarches de réadaptation, de réhabilitation. Et puis pour ouvrir un peu, la langue française est riche de tout un ensemble de mots, pas obligatoirement des synonymes. Ce qu'on emploie dans le domaine de la réhabilitation, de la réadaptation, de la prévention, sont aussi des termes que vous connaissez, des termes de réentraînement, de reconditionnement, dans lesquels l'éducation a toute sa place. Dieu sait si vous évoquiez juste avant, dans le domaine de l'éducation, l'intérêt que la personne ait accès à un certain nombre d'informations relatives à sa santé, qu'elle soit au cœur de ce processus d'accompagnement, de prise en charge quand il est thérapeutique, et on parle plus d'accompagnement quand on est dans le domaine de la prévention primaire, et on est bien d'accord là-dessus. Le numérique, à ce titre-là, pour moi, pour nous, je ne veux pas parler, mais je suis très heureux qu'on travaille en équipe dans notre unité, dans notre environnement Alès et Montpellier. Le numérique renvoie à la fois à des méthodologies, et pas uniquement à des outils, à des techniques et à des outils en relation avec la motricité dont on est spécialiste. En tout cas, modestement, on y contribue à l'analyse de la motricité, à l'utilisation de la motricité à des fins de santé, et sur deux objectifs. Un objectif d'évaluation, le numérique a des fins d'évaluation diagnostique, c'est-à-dire dans le domaine du vieillissement, d'identifier qui est la personne, où en est la personne. Je serais caricatural en disant que ça n'est pas l'âge de la personne qui définit ce qu'est la personne. On connaît tous des personnes qui sont jeunes et qui sont dans un état de santé qu'on analyse ou que des professionnels analysent comme défaillants, déficients, et à l'inverse des personnes qui sont avancées en âge, qui ont un certain âge, on parle plus de 3e et de 4e âge, mais qui ont un âge certain, et qui sont dans un état de santé qui peut-être nous fait envie. Et à ce titre-là, donc l'évaluation diagnostique, c'est pas un terme médical, hein, le diagnostic, elle concerne tout un ensemble d'états et tout un ensemble de fonctions. L'évaluation et la place du numérique sert aussi à pronostiquer, c'est-à-dire en mesurant aujourd'hui, d'anticiper et d'essayer de définir ce que sera ou ce que serait la personne demain. Et à ce titre-là, les méthodologies et les outils numériques sont extrêmement précieux. On est aujourd'hui dans le domaine du vieillissement très attaché, mais aussi dans le domaine de la génétique, vous l'avez entendu, à prédire, c'est-à-dire avoir la capacité à se projeter. Et puis l'évaluation et la place du numérique pour quantifier les effets d'un programme, qui soit de rentraînement, de réhabilitation, de réadaptation, de prévention. L'autre grand domaine pour nous, au-delà de l'évaluation, c'est l'intervention, c'est le numérique au service du suivi, c'est-à-dire pas uniquement à des moments donnés. On fait une évaluation initiale, une évaluation intermédiaire, une évaluation finale, si tant est qu'elle soit finale, mais à la fin d'un programme, mais au quotidien. Vous parliez du suivi à la fois pour les soignants, pour l'encadrement, mais aussi du suivi pour la personne. Et donc le numérique a toute sa place, à la fois dans des démarches volontairement, je les ai différenciées sans jouer sur les mots, de prise en charge, qui est en général plutôt une notion médicale, mais aussi d'accompagnement dans le domaine de la prévention. Dernière diapositive, j'essaye d'articuler ça avec le vieillissement qui était la thématique sur laquelle on vous présente un certain nombre de choses. La place du vieillissement et les parcours du vieillissement, c'est ce qu'on appelle les trajectoires du vieillissement. Il y a différents modèles. Il y a un des modèles en 3 profils. Le vieillissement réussi, c'est celui dont on rêve, qui est à haut niveau de fonction, que ce soit des fonctions physiques, il ne faut pas raisonner, tout comme l'autonomie, que sur l'autonomie physique, donc elle est tant valable d'un point de vue relationnel, d'un point de vue cognitif, que d'un point de vue physique. Et le qualificatif qui est employé, c'est la personne robuste. Le vieillissement usuel qui concerne le plus grand nombre des personnes, et ça permet de faire le lien avec la personne fragile. Tout à l'heure, Isabelle et d'autres avaient évoqué le concept de fragilité, qui s'est plus ou moins substitué au concept de dépendance. C'est un concept international, le frail, et le frail elder. Dans le domaine du vieillissement, c'est très présent en France. Et ce concept de fragilité, là, il est ainsi positionné. Il n'est peut-être pas obligatoirement très bien positionné. Toujours est-il que là, il se retrouve en situation intermédiaire. On peut considérer que la fragilité, c'est un état qu'on va prévenir. Et sans jouer sur les mots, on parle de pré-fragilité, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper d'où la place de la détection, de la quantification, le plus tôt possible d'où en est la personne, parce que ce qu'il faut prévenir vraiment, c'est l'état de fragilité. Et puis dans ce modèle, il y a un autre état,
qui est la personne dépendante et qui renvoie au vieillissement avec morbidité ou avec comorbidité. Et au terme de prévention, eh bien, c'est évidemment ce que l'on va chercher le plus possible à prévenir et l'état qui n'est pas souhaitable. J'ai volontairement, pour faire le lien en partie avec des choses sur lesquelles on travaille, des choses que vous avez évoquées et sur lesquelles le numérique a toute sa place, le concept de nutrition en France, ou le terme de nutrition en France, il est souvent utilisé comme un synonyme d'alimentation. Si on veut une approche un petit peu plus globale, on considère que la nutrition, et non pas la natation, la nutrition, c'est de jouer sur deux leviers extrêmement complémentaires qui sont l'activité physique, ce qu'on pourrait considérer comme la dépense énergétique, et de l'autre côté, s'il y a dépense, il faut apport, l'alimentation. Et donc c'est une stratégie d'un point de vue santé qui pour l'OMS est le premier levier, ou si on doit la différencier, mais volontairement on l'associe, parce qu'on doit l'associer, si on agit, si on bouge, obligatoirement on va consommer de l'énergie, on a besoin de refaire des réserves, et le fait de s'être alimenté, eh bien prédispose sans doute à faire certains types d'activités. Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui est plus vertueux que vicieux, et le numérique dans ce domaine-là, que ce soit sur le suivi de l'activité physique, la quantification de ce que l'on fait quand on fait de l'activité physique, d'un point de vue alimentaire, vous évoquiez tout à l'heure toute la place de l'alimentation dans le domaine du vieillissement, on est préoccupé ou attentif à un état qu'il faut prévenir, qui est la dénutrition, qui est loin d'être systématique avec l'avancée en âge, mais un état qui n'est pas souhaitable, parce qu'il va remettre en cause globalement l'autonomie de la personne, l'activité de la personne et donc la santé de la personne. Je vais passer le micro à Gérard, et puis on a grand plaisir de poursuivre avec Gérard, mais aussi avec Thomas Lambelet qui est là, et Anne-Lise dans un travail collectif, un travail qui a été initié il y a à peu près 6 mois, et très heureux de collaborer tous ensemble. Merci Pierrick. Je me retourne vers la maîtresse de cérémonie. Je n'ai pas beaucoup de temps, c'est ça? D'accord. Je vais essayer de faire rapide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un des premiers transparents que j'avais présenté, il y avait la partie génie logiciel. Et ce qu'on a initié avec Pierrick depuis 6 mois, à travers l'encadrement d'une thèse en co-direction avec effectivement un spécialiste du vieillissement et nous, spécialistes du numérique, autour de nouvelles méthodes de conception des logiciels de santé et de bien-être. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de plateformes qui étaient sécurisées, qui étaient hautement sécurisées. À aucun moment, dans cette industrie-là, on peut avoir la preuve que ces systèmes sont sécurisés à 100% et que ces systèmes fonctionnent à 100%. Il n'y a que quelques domaines de l'ingénierie logicielle qui le permettent, c'est l'aviation, c'est le domaine du nucléaire, où là on a des preuves formelles que le logiciel répond bien aux exigences de sécurité et de fiabilité, mais très peu dans ce domaine-là. Et nous on s'est dit, il faut quand même aujourd'hui, finalement on est le premier contact avec le patient, l'outil numérique c'est le premier contact avec le patient, on se doit d'avoir des exigences de sécurité et de fiabilité de fonctionnement. Et donc on a lancé une thèse qui est très fondamentale en génie logiciel, et on a quelques réunions avec Pierrick assez comiques, parce que bon, il a fallu apprendre à discuter entre nous, hein, c'est pas tout à fait facile. Mais en tout cas, on profite de son expérience métier pour concevoir, pour définir de nouvelles méthodes de conception, ça s'appelle le génie logiciel, qui nous permettent de développer des logiciels de manière incrémentale, c'est-à-dire qu'on part d'un socle où on a prouvé que ce logiciel était fiable, était sûr, et en ajoutant des nouvelles fonctionnalités, on garantit par ces méthodes formelles, on appelle ça des méthodes formelles, que le logiciel va garder ces propriétés-là. Je crois qu'il faut prendre conscience que la santé aujourd'hui à travers le numérique se doit d'avoir ces mêmes exigences de d'autres domaines industriels. Alors c'est pas facile parce que quand on fait ce genre de méthode, ça rajoute des coûts de développement, mais je pense que c'est une initiative qui est louable et qui permettra dans le futur de garantir, quand je dis que c'est vraiment une garantie, c'est que formellement, mathématiquement, on aura prouvé que le logiciel qu'on a conçu respecte ces exigences de fiabilité et de sécurité. Voilà, je n'irai pas plus loin. Merci. Merci beaucoup.
En fait, j'avais